Bien, donc, je rappelle que le thème de mes deux interventions cette année à l'Université populaire de Lyon concerne un énoncé général, identité de l'enfermement à l'ouverture. J'ai traité lors de la première séance le 20 octobre ce qu'on pourrait appeler le côté obscur de la force, c'est-à-dire extrême droitisation et enfermement identitaire. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de traiter, d'explorer des possibles plus ensoleillés autour d'ouverture identitaire et créolisation du monde. Donc la première séance s'était appuyée sur un gros livre paru en mars, La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, et cette seconde séance va en fait anticiper un livre qui pourrait paraître fin 2022 sous le titre « Réinventer l'émancipation ». Alors, lors de la première séance, puisque cette séance vient se caler sur l'autre, donc il y a des éléments d'intersection, on a rencontré le concept d'identitarisme. Identitarisme, un concept dérivé de la notion d'identité. L'identitarisme, c'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale, homogène, fermée, close. Par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse, ça peut être une identité positive, valorisée, ou ça peut être une identité négative qui est dénoncée ou stigmatisée. Il faut alors distinguer l'identitarisme de l'identité. L'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité. C'est ce que j'appelle aussi, dans la série de cours, un enfermement identitaire. Or, l'identitarisme est très présent aujourd'hui. Il est très présent dans l'ultraconservatisme comme dans le confusionnisme qui lui facilite les choses que j'ai présentées lors de la dernière séance. C'était deux des notions principales, ultraconservatisme et confusionnisme. Mais l'identitarisme est présent bien au-delà de l'ultraconservatisme et du confusionnisme en France. On le trouve par exemple dans le nationalisme du régime de Vladimir Poutine en Russie, la Chine capitalo-communiste, le régime hindouiste et islamophobe en Inde aujourd'hui, ou encore les divers islamo-conservatismes. Donc l'identitarisme, peut-être, aujourd'hui constitue une des formes les plus présentes aujourd'hui dans le monde. Alors, cet identitarisme qui est très prégnant aujourd'hui dans le monde est un des défis actuels qui nous invite à redéfinir la question de l'émancipation. Alors, comment comprendre la notion d'émancipation ? On peut déjà commencer à saisir le sens qu'il a commencé à prendre à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Si on reprend l'expression utilisée par Emmanuel Kant dans un texte célèbre, Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», qui est un texte de 1784, Kant répond pour définir les Lumières, c'est une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. On pourrait définir ainsi l'émancipation, une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, dans un premier temps. Et puis, aujourd'hui, la problématisation de l'émancipation se situe bien après la naissance du mouvement socialiste, des mouvements féministes, anticoloniaux, antiracistes, avec les apports des sciences sociales modernes. Et c'est pourquoi on pourrait parler de l'émancipation, en tout cas dans un premier temps, comme une sortie des dominations dans la construction d'une autonomie individuelle et collective. Et cette sortie de domination dans la construction d'une autonomie individuelle et collective suppose certaines conditions sociales. Ainsi, d'Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle à Cornelius Castoriadis à la fin du XXe siècle, l'émancipation a surtout été appréhendée sous l'angle de l'autonomie, du thème de l'autonomie. Autonomie individuelle et collective qui s'arrache aux dominations. Or, les tendances identitaristes actuelles constituent un problème qui nous incite à reproblématiser la question de l'émancipation.
car l'horizon d'autonomie individuelle et collective, dans le détachement des tutelles de la domination, ne peut pas suffire à caractériser l'émancipation face à cet enjeu identitariste. Certes, on doit continuer à promouvoir l'autonomie individuelle et collective, mais pas seulement. C'est pourquoi réévaluer la singularité individuelle dans une politique d'émancipation constitue une piste importante pour se prémunir contre les pièges identitaristes. Pourquoi la singularité individuelle? Parce que l'individualité de chacun se présente dans une approche relationnaliste qui est celle des sciences sociales aujourd'hui, relationnaliste au sens de inséré dans des relations sociales. Donc, dans une approche relationnaliste, l'individualité, c'est un lieu de croisement et d'hybridation d'une variété d'appartenances et d'expériences collectives. C'est-à-dire que l'unicité socialement et historiquement constituée de chacun d'entre nous le rend cependant irréductible à chacun des fils collectifs qu'il constitue. En fait, chacun de nous est singulier tout en étant peuplé de fils collectifs qui le relient au monde et qui en font un être incarné dans le monde. C'est le paradoxe de l'unicité ou de la singularité individuelle qui est pourtant tramé de fils collectifs. À partir de là, mon exploration, qui va être nécessairement partielle et concentrée, va développer 3 temps pour répondre à ce défi de l'identitarisme en reproblématisant l'émancipation, notamment à travers cette importance de la singularité individuelle. Alors ces 3 temps seront ce qu'on peut appeler le chemin de l'ouverture identitaire, à partir du philosophe Emmanuel Lévinas. Puis, dans un deuxième temps, un prolongement de cette ouverture identitaire en direction des questions écologiques avec la révolutionnaire socialiste Rosa Luxembourg. Et dans un troisième temps, le chemin de la créolisation avec le poète Édouard Glissant. Alors, le premier temps, je vais le consacrer à ce que j'ai appelé les ouvertures à ce qui est autre et à l'autre chez Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas est un philosophe né en 1906, mort en 1995. Il se situe au carrefour de 2 grandes traditions intellectuelles. La tradition juive, dont il a été un commentateur, et la philosophie phénoménologique du XXe siècle, inaugurée par Husserl en Allemagne. Lévinas va nous fournir des outils afin d'affiner cette piste de la singularité individuelle contre les enfermements identitaires. Alors, Lévinas ne nie pas le poids des stabilisations identitaires, mais les met en tension avec quelque chose d'autre qui serait caractéristique des êtres humains, qu'il appelle la sortie de l'être. La possibilité pour l'être de sortir de lui-même, qui serait une possibilité inscrite dans la condition humaine. Alors, au cours de son parcours, Lévinas le fera au moins sous 3 figures successives: l'évasion, la caresse et le visage d'autrui. Tout d'abord, l'évasion. Il s'agit d'un texte de Genèse, un des premiers textes de Lévinas, qui date de 1935, qui est intitulé « De l'évasion ». Et Lévinas va mettre en question les tendances identitaires des pensées et des politiques de l'être. Les pensées et les politiques qui sont centrées sur la reconduction de l'être. Il y a un des grands philosophes du XVIIe, Baruch Spinoza, qui a été un penseur de l'être ainsi. Et il a mis au fondement de l'être ce qu'il appelait le conatus, c'est-à-dire la tendance de tout être à se préserver en lui-même. Bon. Mais d'une certaine façon, à se préserver dans son identité, dans la reconduction de son identité.
d'une certaine façon, Lévinas est un penseur anti-spinoziste. Voilà ce qu'il écrit notamment dans De l'évasion. L'être est. C'est précisément ce que l'on dit quand on parle d'identité de l'être. L'identité est l'expression de la suffisance du fait d'être dont personne, semble-t-il, ne saurait mettre en doute le caractère absolu et définitif. C'est-à-dire qu'il va associer la notion d'être à la notion d'identité et à l'évidence de l'identité, du même qui définirait l'être. À cette pensée de l'être et à cette politique de l'être, il oppose ce qu'il appelle une sortie en dehors de l'être. Et justement, le thème de l'évasion en est une expression de cette sortie en dehors de l'être, dans la littérature comme au cinéma. Il prend notamment le cas de films de Charlie Chaplin dans ce texte. Dans ce cadre, Lévinas formule alors une critique philosophique du conservatisme à travers la figure de la bourgeoisie propre au capitalisme de l'époque, des années 30. La critique de Lévinas tourne autour de la fétichisation bourgeoise du moi. La fétichisation bourgeoise du moi serait une modalité sociale de l'enfermement conservateur dans l'être. Je cite encore Lévinas, cette conception du moi comme se suffisant à soi est l'une des marques essentielles de l'esprit bourgeois et de sa philosophie. Et il précise ainsi, je continue, le bourgeois n'avoue aucun déchirement intérieur et aurait honte de manquer de confiance en soi. Mais il se soucie de la réalité et de l'avenir, car il menace de rompre l'équilibre incontesté du présent où il possède. Il possède un capital. Pourquoi ? Parce que l'esprit bourgeois tend à devenir un esprit capitaliste. Et Lévinas va détailler, contre l'avenir qui a introduit des inconnus dans les problèmes résolus sur lesquels il vit, l'avenir ça introduit de l'incertitude, alors que le bourgeois pense que les problèmes, disons, sont résolus pour lui, or l'avenir introduit des inconnus. Contre l'avenir qui a introduit des inconnus dans les problèmes résolus sur lesquels il vit, il demande des garanties au présent. Ce qu'il possède devient un capital portant des intérêts, ou une assurance contre les risques, et son avenir ainsi apprivoisé s'intègre dès lors à son passé. La logique du capital et de ses intérêts va d'une certaine façon domestiquer l'avenir pour en faire une simple conservation de ce qui vient du passé. Et donc, dans ce texte de jeunesse, chez Lévinas, la philosophie critique des pensées de l'être se fait donc critique sociale et politique. C'est la première figure où Lévinas envisage que la caractéristique de l'être, en tout cas de l'être humain, n'est pas simplement de se reconduire en lui-même, mais de sortir de lui-même, donc de sortir du même, de l'identité. La deuxième figure, il va l'avancer dans un livre publié en 1948, donc après la guerre, un livre sous le titre « Le temps et l'autre ». Lévinas va explorer la figure de la caresse. Comment on peut appréhender cette question de la caresse? On peut considérer que c'est une vision socio-historiquement dominante, en Occident en tout cas, d'une érotique féminine qui est dominée. Et il va explorer la figure de la caresse comme cette figure, disons, d'une érotique féminine dominée, à l'érotique du saisir et du posséder, que l'on peut renvoyer à une représentation socio-historiquement dominante d'une érotique masculine. Et voilà ce qu'il écrit.
cette recherche de la caresse en constitue l'essence par le fait que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche. Ce ne pas savoir, ce désordonné fondamental en est l'essentiel. Elle est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe, et un jeu absolument sans projet ni plan. Non pas avec ce qui peut devenir nôtre et nous, là, ça serait le sens de l'identité, si la caresse, c'était à voir avec ce qui peut devenir nôtre ou nous, mais avec quelque chose d'autre, toujours inaccessible, toujours à venir. Toujours autre, toujours inaccessible, toujours à venir. Et Lévinas pose alors la question, peut-on caractériser ce rapport à l'autre par l'éros comme un échec? Encore une fois, oui, si l'on adopte la terminologie des descriptions courantes, si on veut caractériser l'érotique par le saisir, le posséder ou le connaître. Il n'y a rien de tout cela ou échec de tout cela dans l'éros. Si on pouvait posséder, saisir et connaître l'autre, il ne serait pas l'autre. Posséder, connaître, saisir sont des synonymes du pouvoir. Pour Lévinas, l'ailleurs de la caresse est une exploration infinie, sans pouvoir s'arrêter sur une réalisation finale. L'utopie de la caresse ne constitue pas un état que l'on atteint, c'est un mouvement sans fin vers l'inaccessible. Sous la métaphore de la caresse, une politique utopique est alors susceptible de se dessiner. Dans cette perspective, l'utopie ne pourrait jamais être réalisée de manière définitive. Elle serait toujours, comme dit Lévinas, à venir. L'utopique caresse est découverte perpétuelle d'épaysement constamment renouvelé. Pour Lévinas, l'utopie constitue une caractéristique cardinale de l'humain, dans son mouvement de sortie de l'être. Même si elle peut être constamment bridée par le retour de l'être, par le conatus de Spinoza, qui est une autre logique prégnante. Lévinas ne nie pas le conatus, la tendance à la préservation de l'être en lui-même. Mais il met en cause l'idée que ça serait la caractéristique centrale de l'être, la seule caractéristique. Donc il y a toujours une tendance à ce que l'être revienne d'une certaine façon, parce que c'est une logique prégnante, que l'identité revienne. Le retour de l'être dans ce texte prend la forme du pouvoir. Le pouvoir est entendu dans ce texte comme la prétention à la maîtrise et à la connaissance totale de l'autre. Or, il y a quelque chose dans l'autre qui m'échappe nécessairement, qui ne permet que des prises partielles de ma part, comme le dit Lévinas, qui se dérobe à ma prétention à avoir des prises totalisatrices. Si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas un autre, ce serait le même. C'est pour ça que, par exemple, Lévinas va s'opposer aux visions romantiques de l'amour comme fusion, parce que ça veut dire que l'amour constituerait un même avec deux personnes. La réduction de l'autre au même, à l'identitaire, constitue une des marques principales du pouvoir pour Lévinas. L'évasion, la caresse, le visage d'autrui. On entre là dans ce qui est le plus connu de Lévinas, ce qui relève de son œuvre de la maturité, avec deux grands livres, Totalité à infini, qui date de 1961, et Autrement qu'être, qui date de 1975. Dans ces deux grands livres de la maturité philosophique de Lévinas, il déploie la figure éthique du visage d'autrui. Le visage d'autrui est porteur
d'une détresse singulière, exprime une détresse singulière qui interpelle ma responsabilité. Dans Totalité et Infini, l'éthique lévinassienne vise tout d'abord des situations où l'humain est reconnu comme tel distinct de l'objet et de l'animal, et comme, dit-il, singularité irréductible extérieure à la totalité. Comme une singularité qui échappe à la totalité, à la totalisation. Cette humanité est celle de l'autrui singulier, qui échappe irrémédiablement à méprise. Et c'est sa capacité à sortir des catégorisations et des thématisations, l'infini opposé à la totalité, qui constituerait ainsi une des caractéristiques centrales de l'humanité de l'homme. Lévinas déplace alors le regard vers l'impossibilité de complètement comprendre autrui. Et il faut saisir le mot « comprendre » dans deux acceptions, au double sens du mot. Comprendre comme le connaître totalement, et comprendre comme l'englober, comme on comprend quelque chose à l'intérieur. Car il y a quelque chose dans autrui qui échapperait à méprise totalisatrice. Justement, l'unicité irréductible de son visage. C'est pour ça pourquoi Lévinas parle de l'éthique comme cette interruption de notre être au monde qui nous ouvre à l'autre. Interruption de notre être au monde qui nous ouvre à l'autre. La figure du moi ne disparaît pas chez Lévinas, mais perd ses prétentions au surplomb et à l'exclusivité dans l'expression de la singularité personnelle. La figure du moi, en fait, avec Lévinas, se décentre dans l'interhumain, dans une vision relationnelle. Et donc, on n'a pas une vision monadique du moi, comme une unité isolée, mais on a une vision du moi comme inscrite dans des relations, dans l'interhumain. Je cite Lévinas, « Je deviens un je responsable ou éthique dans la mesure où j'accepte de me déposer ou de me détrôner, d'abdiquer ma position centrale en faveur de l'autre vulnérable. Je deviens un je responsable ou éthique dans la mesure où j'accepte de me déposer ou de me détrôner, d'abdiquer ma position centrale en faveur de l'autre vulnérable. » Les trois figures lévinassiennes successives de la sortie de l'être, l'évasion, la caresse, le visage d'autrui, me semblent constituer des appuis pour élargir la pensée de l'émancipation, où l'émancipation n'est plus seulement définie comme sous l'angle de l'autonomie individuelle et collective, mais aussi comme arrachement aux fermetures identitaires, comme arrachement à l'identitarisme. L'éthique lévinassienne, d'abord ouverte sur l'ailleurs, puis sur autrui, pourrait alors déboucher sur une politique des identités ouverte, exploratrice et aventureuse. Ouverte à l'inquiétude, ouverte au trouble, ouverte à ce qui n'est pas elle, ouverte au métissage, ouverte aux transformations, ouverte à l'inédit, tout en s'appuyant sur des stabilisations sociales relatives. Quelque chose qui releverait à la fois de l'identité et qui la subvertirait, en s'efforçant d'éviter les écueils identitaristes. Celle qui a bien compris cette figure, c'est la théoricienne critique et féministe américaine Judith Butler, dans un livre très intéressant consacré aux relations israélo-palestiniennes, un livre qui s'appelle « Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme » de 2012. C'est une critique du sionisme à partir d'une éthique juive. Et Judith Butler, dans la pensée critique contemporaine, est une des rares à utiliser Lévinas comme une de ses ressources théoriques. Elle a bien saisi que ce qui se passe
ce qui est en germe chez Lévinas, c'est la constitution même du sujet par et dans l'altérité. La constitution même du sujet dans et par l'altérité. Voilà une première série de ressources dans ce cheminement, disons, vers une redéfinition de l'émancipation qui tienne compte de ce défi de l'identitarisme, de cette prégnance aujourd'hui dans le monde, en France en particulier, mais dans le monde en général, des enfermements identitaires. Le deuxième temps sera consacré, ça pourra peut-être paraître plus paradoxal ou plus étrange, à ce que j'ai appelé l'ouverture écologiste de Rosa Luxembourg. Alors, ce qui importe chez Lévinas, davantage que les trois figures successives de l'ouverture de l'être qu'il a travaillé, ce qui importe, à mon avis, c'est moins ces trois figures qui sont des modalités de l'ouverture de l'être, ou de la sortie de l'être, mais c'est la piste même de l'ouverture de l'être à ce qui est autre. Parce qu'on peut penser qu'il y en a beaucoup plus de modalités de l'ouverture de l'être, et que les trois figures travaillées par Lévinas sont trois des figures, simplement, possibles. Et donc, il me semble qu'il faut retenir d'abord de Lévinas, c'est la question générale de la sortie de l'être, plus que ces trois modalités, l'évasion, la caresse et le visage d'autrui. Et donc, d'autres figures que ces trois figures pourraient être explorées, pourraient être envisagées. Je vais prendre simplement donc un exemple qui va nous orienter vers d'autres modalités d'ouverture de l'être. Il va être puisé donc dans la correspondance de la révolutionnaire socialiste polonaise et allemande Rosa Luxembourg, donc née en 1871, mort en 1919, assassinée, disons, au cours de la répression de la Commune de Berlin. Je vais m'arrêter sur deux extraits de la correspondance de Rosa Luxembourg en prison en Allemagne. Comme elle a refusé la Première Guerre mondiale, elle va passer la plus grande partie de la guerre en prison. Et des extraits de cette correspondance de Rosa Luxembourg vont dessiner une éthique écologiste de l'ouverture au monde vivant, dont l'humanité ne serait qu'une composante. Tout d'abord, il s'agit d'une lettre écrite depuis sa prison, donc, à son amie Sonia Lipnek, le 2 mai 1917. Le passage que je vais citer concerne le fait qu'elle a lu en prison un livre de sciences naturelles sur la disparition des oiseaux chanteurs en Allemagne. Voilà le passage. J'avais si mal en lisant cela. Ce n'est pas que je m'inquiète du chant des oiseaux pour les hommes, mais c'est la représentation de la disparition silencieuse et irrésistible de ces petits êtres sans défense qui me peine au point que je n'ai pu retenir mes larmes. Au fond de moi, je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin comme ici, ou dans la campagne, sur l'herbe, entouré de bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien dire tout cela, vous n'irez pas tout de suite me soupçonner de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère malgré tout que je mourrai à mon poste dans une bataille de rue ou au bagne. Mais mon moi le plus profond appartient plus à mes mésanges charbonnières qu'aux camarades. Et non pas parce que je trouve dans la nature un asile, un lieu de repos comme tant d'hommes politiques qui n'ont plus rien dans le cœur. Au contraire, je trouve à chaque pas dans la nature aussi tant de cruauté que j'en souffre beaucoup.
se dessine ici dans ce passage une éthique écologiste avant l'heure, ouverte sur des modalités diversifiées de la vie dans la nature, entre attendrissement et compassion. Et cette éthique écologiste sort ici Rosa Luxemburg de sa seule identité politique. Elle ne fait pas disparaître son identité politique, mais elle la sort de l'enfermement dans son identité politique. En même temps, elle pointe une piste quant à un autre aspect de la redéfinition de l'émancipation, qui n'est pas le point central ce soir pour moi, mais qui est un point important. Redéfinition de l'émancipation devant les enjeux contemporains, c'est la question écologiste. Car comme le défi identitariste, les enjeux écologistes ne peuvent se satisfaire du seul registre de l'autonomie individuelle et collective pour caractériser l'émancipation. Pourquoi ? Parce que l'émancipation a souvent été définie, en tout cas depuis les Lumières du XVIIIe siècle, comme un détachement des préjugés ou un arrachement des préjugés et des contraintes de la domination. Mais la pensée écologiste nous a appris depuis qu'il n'y s'agit pas simplement de se détacher de contraintes, de préjugés, mais ici aussi il faut savoir s'attacher. S'attacher autrement au monde naturel, au pluriel. Et que donc l'émancipation qui a souvent été pensée comme détachement, comme arrachement, devrait pouvoir être redéfinie aussi comme attachement, dans une dialectique entre les détachements qui produisent l'autonomie individuelle et collective contre la domination, et puis les attachements au monde naturel. La seconde lettre de Rosa Luxemburg, toujours écrite en prison, a été envoyée à une autre amie, Louise Kautsky, le 15 avril 1917. Ma chérie, quand on a la mauvaise habitude de chercher une gouttelette de poison dans toute fleur éclose, on trouve jusqu'à sa mort quelques raisons de se lamenter. Prends donc les choses sous l'angle opposé et cherche du miel dans chaque fleur. Tu trouveras toujours quelques raisons de sereine gaieté. Je rappelle que c'est Rosa Luxemburg qui est en prison et c'est Louise Kautsky qui est à l'extérieur de la prison. Je suis d'avis que l'on doit tout simplement, sans vouloir être trop maligne, ni se casser la tête, mener la vie que l'on tient pour juste, sans exiger d'être payé sur l'instant en espèces sonnantes pour tout ce qu'on fait. À la fin, tout sera bien récapitulé, et si ça ne l'est pas, je m'en fiche aussi. Même sans ça, la vie m'est une telle source de joie. Tous les matins, j'inspecte scrupuleusement les bourgeons de tous mes arbustes et vérifie où ils en sont. Chaque jour, je rends visite à une coccinelle rouge avec 2 petits points noirs sur le dos que je maintiens en vie depuis une semaine sur une branche, dans un pansement de chaude ouate malgré la bise et la froidure. J'observe les nuages toujours plus beaux et sans cesse différents, et au total, je ne me considère pas plus importante que cette petite coccinelle. Et, imbu du sentiment de mon infime petitesse, je me sens ineffablement heureuse. On retrouve dans ce passage une éthique écologiste de la vie qui se fait aussi plus clairement une éthique de l'humilité, de la modestie face aux grandeurs du monde, monde dont la composante humaine n'est qu'une des composantes.
Et cette ouverture s'efforce de s'émanciper via les petites joies quotidiennes de l'aigreur qui ronge, du ressentiment qui paralyse, voire qui salit de l'intérieur le moi. Elle tente ainsi d'échapper à un rapport à la vie fait d'auto-empoisonnement psychologique et de lamentation. Il y a une actualité ici de cette démarche, car les aigreurs du ressentiment sont justement particulièrement travaillées par les identitarismes, et notamment dans l'ultraconservatisme que j'ai analysé lors de la dernière séance. Donc, premier temps, la question de la sortie ou de l'ouverture de l'être avec Lévinas, qui peut être envisagée à travers trois modalités, l'évasion, la caresse, le visage d'autrui, mais qui pose, à mon avis, un problème plus général, plus large que ces trois modalités, et qui offre une piste pour, disons, sortir de l'enfermement identitaire. Le deuxième temps a été d'élargir cette première approche à partir de Lévinas en s'appuyant sur des éléments de la correspondance de Rosa Luxembourg et en y décelant une éthique écologiste qui va cultiver l'humilité humaniste dans le cadre naturel et qui permet, disons, de développer la joie quotidienne contre l'auto-empoisonnement du ressentiment dans l'ouverture au monde, et là, et notamment au monde naturel, plutôt que dans l'enfermement en soi. On va voir maintenant une troisième modalité qui est associée à un écrivain martiniquais, Édouard Glissant. Donc c'est mon troisième temps, la créolisation du monde, ouverte sur le monde. Édouard Glissant, donc né en 1928, mort en 2011, est un romancier, un poète martiniquais. Il est aussi l'auteur d'essais qui dotent son œuvre d'une portée philosophique. Dans un premier temps, je vais m'arrêter sur ce rapport entre poésie et philosophie. Dans un texte consacré à Glissant, le philosophe François Noudelman avance, à propos de Glissant, philosophe parce que poète. Philosophe parce que poète. La langue poétique de Glissant ouvre sur la philosophie, et on peut dire même ouvre la philosophie. Son angle poétique a certes des pertes par rapport à l'écriture philosophique classique. Les concepts et les arguments sont moins longuement explicités, comme les textes de la tradition philosophique sont moins sollicités. Cependant, les tonalités métaphoriques de sa langue poétique permettent de se saisir philosophiquement d'intelligibilité renouvelée. C'est-à-dire que ce langage poétique, d'une certaine façon, restreint l'éclairage que porte Glissant sur le monde, parce qu'il abandonne à une série d'outils qui sont ceux de la philosophie, les concepts, les arguments, les textes de la tradition philosophique. Mais en même temps, ça ouvre la philosophie à d'autres modalités d'intelligibilité, à travers sa dimension notamment métaphorique de la langue poétique.
Et donc ça produit ce qu'on peut appeler des intelligibilités renouvelées. Je prendrai un exemple. Il s'agit d'un passage d'un livre sur lequel je me centrerai principalement aujourd'hui, qui est paru aux éditions Gallimard en 1997. C'est un essai et qui s'appelle « Traité du tout monde ». Tout monde, c'est une notion de Glissant. Il y a tout avec un T majuscule, un tiret, et monde avec un M majuscule. Voilà ce qu'écrit Glissant à la fois poétiquement et philosophiquement sur les différences entre ce qu'il appelle les pensées de système qu'il critique et la pensée des archipels qu'il promeut. Il oppose pensée de système, pensée d'archipel. On pourrait dire qu'il s'exprime philo-poétiquement. Je cite un passage de Glissant. « La pensée archipélique convient à l'allure de nos mondes. Elle en emprunte l'ambigu, le fragile, le dérivé. Elle consent à la pratique du détour qui n'est pas fuite ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la trace qu'elle ratifie. Est-ce là renoncer à se gouverner? Non. C'est s'accorder à ce qui du monde s'est diffusé en archipel précisément. Ces sortes de diversité dans l'étendue qui pourtant rallient des rives et marient des horizons. Nous nous apercevons de ce qu'il y avait de continental, d'épais et qui pesait sur nous dans les somptueuses pensées de systèmes qui jusque-là ont régi l'histoire des humanités et qui ne sont plus adéquates à nos éclatements, à nos histoires, ni à nos non moins somptueuses errances. La pensée de l'archipel, des archipels, nous ouvre ses mers. La langue poétique de Glissant se fait philosophique, mais autrement. La langue philosophique se fait poétique, mais dans une hybridation. Il y a bien quelque chose de la conceptualisation dans l'opposition entre les pensées de système et la pensée des archipels, mais il s'agit d'une conceptualisation déplacée, sous un autre registre, où l'intelligible puise dans les ressources du sensible, où je sens et ressens autant que je comprends, où je sens et je ressens en comprenant. La cassure entre l'intelligible et le sensible, inaugurée par Platon dans la langue philosophique, se résorbe partiellement, en maintenant toutefois une tension vive, productrice à la fois de sens et de sensation. Ce que l'historienne de la Révolution française Sophie Vaniche a bien appelé une raison sensible. Donc, l'œuvre d'Édouard Glissant peut d'abord être envisagée comme une forme d'hybridation entre la langue poétique et la langue philosophique. Mais pour dire quoi? Alors, je vais proposer une première approche philosophique à partir de quelques éléments puisés dans un livre de 2021 consacré à la pensée de Glissant. C'est un livre qui s'appelle « Édouard Glissant, déchiffrer le monde » et l'auteur est un philosophe qui enseigne à Lille, Alyosha Wald-Lazowski. Donc, à partir de Lazowski, je vais proposer une première approche philosophique des apports de Glissant. Et surtout, en quoi il nous fournit des ressources philosophiques pour démembrer l'identitarisme. Selon Lazowski, la pensée de Glissant ouvre sur une politique de la relation. Une politique de la relation. Je cite Lazowski. Chez lui, la relation est politique.
elle marque une rupture avec le discours univoque des identités classiques et désarme leur récit autoritaire d'une genèse fondée sur l'origine unique. En affirmant que l'identité n'est pas Racine, mais dans la relation, Glissant met fin à une ontologie de l'identité. Donc, chez Glissant, le relationnel prime l'identitaire. Le relationnel trame l'identitaire, on pourrait dire. Cela lui permet de se défaire de ce que l'historien Marc Bloch a appelé l'idole des origines. Tout n'est pas contenu dans un commencement. Et il n'y a pas un seul commencement, mais des commencements. Il n'y a donc pas de racine qui nous attache exclusivement à un territoire et à une culture fermée. Mais une vie tissée de relations, certes lestée par ces relations, mais pas figée dans le déploiement d'une racine unique. Pour mieux comprendre ça, je ferai un détour biographique. Je suis né en Algérie, plus précisément dans la ville d'Oran, en 1960. Ce n'est pas une racine qui me fixe à une terre, mais quelque chose en moi d'une terre que j'ai très peu connue, mais quelque chose en moi d'une terre qui s'est inscrite en moi, ne serait-ce qu'à travers les récits et l'imaginaire familial. Ce bout d'Algérie nostalgique en moi s'est transformé au cours du temps. Mes engagements militants anticoloniaux m'ont fait prendre conscience que j'avais été là en 1960 à cause d'une histoire coloniale faite de violence et d'oppression. Cela n'a pas effacé pour autant ce bout d'Algérie en moi, mais lui a donné d'autres significations ouvertes. Mes voyages en Algérie, par la suite, ont encore enrichi de rencontres et de senteurs ce bout d'Algérie en moi. La logique de la racine unique, celle que critique Glissant, aurait pu me conduire dans les impasses du ressentiment nostalgique et raciste. C'est une impasse que j'ai beaucoup observée chez nombre de mes congénères pieds noirs. Ou inversement, la logique de la racine unique aurait pu m'orienter dans l'autoculpabilisation mortifère qui a pu saisir certains militants anticoloniaux. Au fil des années et des rencontres, dans la dynamique des relations, j'ai davantage pris conscience de mon hybridité. Cela a nourri et s'est nourri de la solidarité anticoloniale et antiraciste. Cela n'a pas effacé non plus la violence coloniale et son écho postcolonial actuel dans notre société, dans le traitement inégalitaire et discriminatoire des migrants, par exemple. Ça n'a pas effacé non plus les privilèges symboliques et matériels non conscients que j'ai pu ou que je peux en retirer. Cependant, l'autoculpabilisation postcoloniale, écrasée par le poids d'une prétendue responsabilité collective transgénérationnelle, ne peut guère alimenter les dynamiques émancipatrices. L'hybridité et l'ouverture identitaire s'élancent vers un horizon universalisable, malgré les dominations et les inégalités réellement existantes, contre les dominations et les inégalités. En espérant arracher des graines d'expériences partagées au cours d'un cheminement incertain. Cet horizon aléatoire et émancipateur d'universalisable, comme un pari dans un dialogue interculturel, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'universalisme, ou plus précisément l'universalisme franchouillard, celui qui prétend au monopole de la définition de l'humanité à partir de l'Hexagone, qui est défendu aujourd'hui de l'extrême droite de Marine Le Pen et Éric Zemmour à la gauche de Manuel Valls et le groupuscule Le Printemps républicain. Ce prétendu universalisme salit les idéaux républicains dans l'impensé des violences coloniales et postcoloniales générées par la France républicaine historique. Est-ce que ce détour biographique et historique nous éloigne d'Édouard Glissant ? Non.
Il nous y ramène. Car Glissant est à la fois un militant décolonial et un militant de l'hybridation. Il n'enferme pas oppresseurs et opprimés dans des identités figées, sans méconnaître pour autant les blessures de l'oppression. Il ne souscrit donc pas à ce que le sociologue Abdelali Hadjak a critiqué justement comme étant un essentialisme inversé dans certains discours indigénistes actuels. Ou encore ce que j'appelle un identitarisme inversé chez le groupe des indigènes de la République, par exemple. Pour Glissant, l'identité ne constitue donc pas une essence homogène et permanente donnée à l'avance. Lazowski précise, je cite, « Au lieu de définir les diverses modalités de l'être comme essence, substance ou permanence, le philosophe part de la relation pour saisir l'identité comme une activité, comme un devenir. La relation ne repose plus sur la possession de territoire, elle relance la rencontre des lieux, de manière à établir des ponts relais entre citoyens du tout-monde. Le processus de créolisation tisse ces relations entre les cultures dans une mosaïque de contacts mêlés, qui articule des modalités de perception différentes pour déjouer l'arrogance des dieux uniques. » Ainsi, si on suit Lakowski, la créolisation est donc une mosaïque processus en devenir. Et Lazowski ajoute que l'identité chez Glissant se construit et se reconstruit sans cesse dans un rapport multiple à l'autre et à soi. Mais pas seulement comme spectateur du monde, mais en participant, comme il le dit, aux multiplicités agissantes. À partir de cette première approche des apports philosophiques de l'œuvre d'Édouard Glissant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Cette fois-ci, non, en s'arrêtant pas sur un commentateur de l'œuvre de Glissant, comme Lazowski, qui est pourtant précieux, qui est une forme de traduction philosophique de l'œuvre poétique de Glissant, mais en essayant d'arpenter plus directement la langue poétique de Glissant. Et je terminerai ce troisième et dernier point par ça, par ce que j'ai appelé quelques aperçus d'une poétique philosophique et politique pour des temps identitaristes. Dans le traité du tout-monde, la créolisation se coltine l'incertitude, alors que les racines uniques se ferment sur des certitudes. Glissant écrit « La créolisation est imprévisible. Elle ne saurait se figer, s'arrêter, s'inscrire dans des essences, dans des absolus identitaires. Je vous présente en offrande le mot créolisation pour signifier cet imprévisible de résultante inouïe qui nous garde d'être persuadés d'une essence ou d'être raidis dans des exclusives. » Ce qui est imprévisible dans la créolisation, ce sont aussi les directions vers lesquelles elle nous entraîne, dans des compositions inédites d'éléments variés. La créolisation, je cite Glissant, est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. Donc il ne s'agit pas d'appréhender une synthèse qui se réduit simplement au fait d'avoir conjugué certains éléments, mais en fait d'une création. La métaphore de l'archipel enrichit alors le répertoire pour dire la créolisation. Je l'ai dit tout à l'heure, cette phrase, la pensée archipélique convient à l'allure de nos mondes, elle en emprunte l'ambigu, le fragile, le dérivé. Glissant est toutefois conscient que
ce qu'il appelle l'identité racine unique peut être attractive pour les opprimés. Je cite, « L'idée de l'appartenance atavique aide à supporter la misère et renforce le courage qu'on met à combattre la servitude et l'oppression. Il y a une utilité tactique ou stratégique à l'appartenance et à l'identitarisme inversé chez les opprimés. C'est d'ailleurs une tentation en partage du côté des ex-colonisateurs comme des ex-colonisés. Je cite encore Glissant. Ils partagent, l'ancien maître et l'ancien opprimé, la croyance que l'identité est souche, que la souche est unique. Pourtant, Glissant va opposer à cette identité racine unique l'identité relation, qui révèle une autre attractivité, moins immédiate, mais qui protège contre les acidités du ressentiment et qui dessine une éthique de l'exploration. Ici, le thème de l'errance vient s'ajouter au répertoire de la créolisation. Je cite encore Glissant. « La pensée de l'errance défourne l'imaginaire, nous projette loin de cette grotte en prison où nous étions tassés, qui est la cale ou la caille de la soi-disant puissance unicité. » Et contre le rétrécissement nationaliste des identités que porte nombre d'identitarismes aujourd'hui, qui fait que dans des discours d'extrême droite, de gauche dite républicaine et de gauche radicale, on trouve une fétichisation convergente du national et une stigmatisation convergente du mondial, la créolisation chez Glissant est branchée sur ce qu'il appelle le tout-monde, avec tout-monde. Il lance à un moment « Ouvre au monde le champ de votre identité ». Comme chez Rosa Luxembourg, le monde créolisé ne concerne pas que les êtres humains, mais aussi les êtres non humains. Glissant parle ainsi de l'emmêlement où se prennent les humanités et les choses et les végétations, les roches et les nuages de notre univers. Pour conclure provisoirement, je vais rappeler les grandes lignes de ce parcours. Nous sommes partis de la prégnance dans le monde actuel des identitarismes, qui tendent à enfermer les individus et les groupes dans une identité homogène et close. La perspective de la sortie de l'être chez Emmanuel Lévinas nous a aidés à sortir des identités figées pour ouvrir le même à ce qui est autre et à l'autre. L'humilité humaniste et écologiste en germe chez Rosa Luxembourg a élargi cette ouverture aux êtres naturels face au risque des auto-empoisonnements par le ressentiment. La créolisation chez Édouard Glissant nous a fait découvrir les hybridations en mouvement dont nous sommes le produit provisoire. Se dessine à travers ces trois auteurs un enrichissement de la pensée de l'émancipation dans des sociétés, dans un monde pluriculturel, inévitablement pluriculturel. Face à la zémorisation des esprits et de la politique, il ne suffit plus de critiquer cette zémorisation. Il est trop tard, peut-être, pour se contenter de cela. Nous ouvrons sans doute les yeux trop tardivement sur ce qui se trame dans les espaces publics en France depuis le milieu des années 2000. Et c'est la découverte que j'ai faite en écrivant ce livre, La Grande Confusion. C'est-à-dire que sur le moment, j'écris que c'était un moment de renouveau altermondialiste et radical de la politique, alors que c'était le commencement de la fin, d'une certaine façon. Et donc, le nez dans le guidon, je n'ai pas vu que les choses se trament dans les espaces publics en France depuis le milieu des années 2000, c'est-à-dire depuis 20 ans.
Et ce qu'on observe aujourd'hui autour de la zémorisation, c'est plutôt la queue de la comète de ça, qui pourrait produire la victoire d'un candidat post-fasciste à la prochaine élection présidentielle. Donc, face à cette zémorisation des esprits et de la politique, il ne suffit plus de critiquer. Donc, il est trop tard. Si nous voulons résister à la zémorisation ou à la trumpisation, c'est des choses assez proches, il faut aussi dessiner un autre sens global à la vie et à nos vies. Un autre rapport au monde. Un autre récit global qui n'enferme pas mais qui ouvre à la pluralité. Qui saisissent autrement nos singularités individuelles et les espaces communs, qui saisissent autrement les contraintes inégalitaires et les possibilités émancipatrices, qui saisissent autrement les rapports entre notre vie ici et maintenant et l'horizon d'un monde meilleur. Et il me semble qu'il n'y a pas de temps à perdre. Parce que même si les Zemmour et les Trump gagnent provisoirement, il faut dès maintenant préparer la possibilité d'un après. Voilà.